Donc nous sommes sur la première édition de Vicus Bigorra. Pourquoi Vicus Bigorra? Tout simplement parce que nous sommes sur la commune de Vic en Bigorre. Donc on se met dans le cadre de suite avec le nom. Donc Vicus Bigorra qui est son latin, tout simplement. L'événement en lui-même, donc nous sommes sur la première édition. Il y a 150 figurants qui représentent à eux-mêmes 4 périodes. La période des Vikings, médiévale, baroque et Premier Empire. Au niveau de ces campements, chaque période présente un petit peu en détail ce qu'ils font, tout simplement. Par exemple, vous allez avoir toute la partie viking qui vont vous expliquer donc la charpente maritime, comment ils fabriquaient, donc les dracars par exemple, comment ils étaient habillés aussi, parce qu'il y a des ordres hiérarchiques. On peut reconnaître visuellement un paysan, on va dire un noble. Donc tout ça, c'est expliqué pourquoi ils sont habillés de cette façon, etc., etc. La partie médiévale, nous avons la même chose avec, alors on appelle ça du béour, c'est du combat des hommes en armure à pied qui se battent. Là, on n'est pas du tout dans la même catégorie, mais on s'y rapproche énormément. Donc nous avons des hommes à pied, en armure, qui proposent donc des affrontements durant la journée, et en même temps le côté pédagogique et culturel, en présentant donc tout leur armement, comment ils sont habillés, les protections qu'ils ont, les épées qu'ils utilisent, enfin, etc., etc. Le côté baroque, nous avons donc la partie Renaissance avec les mousquetaires, que beaucoup connaissent, et donc voilà, aussi c'est pareil, ils expliquent un peu leur période en plus en détail au niveau du public. Et nous avons donc une partie du Premier Empire avec nous, où ils montrent tout l'armement avec les mousquets, les bombardes. Et, ils font également des tirs dans la journée, voilà, pour expliquer un peu aux gens comment on utilisait un mousquet à l'époque, parce que ça n'a rien à voir avec les fusils actuels, par exemple, etc., etc. Donc voilà, il y a vraiment des ateliers pédagogiques au sein des campements. Et ces figurants, toute la journée, à tour de rôle, il y a une liste centrale au centre même du parc, et donc s'affronteront sur des mêlées, des combats en duel avec les rapières, il y a la chevalerie également. Voilà, toute l'animation se fera de 10h à 18h non-stop sur la journée. À côté de ça, nous proposons aussi, il y a un cheptel à peu près de 42-45 exposants avec les métiers d'antan. Donc on peut y retrouver le travail du cuir, la fourrure, les bijoux, les métaux, voilà. Et ça permet d'amener un marché un petit peu hors du quotidien, avec comme je disais, un savoir-faire. Donc du coup ici nous sommes à Vic en Bigorre, au festival de Vicus Bigorra, pour la première édition de ce festival. Nous sommes Craig Harfn et les guerriers du Corbeau, donc on est une association de reconstitution historique dont nous allons représenter des Slaves de la Rus de Kiev, entre le 9e et le 11e siècle. Et nous sommes du coup situés entre Perorade et Orthez, donc dans un village qui s'appelle Abbas. Nous avons un projet de reconstruire un village avec les méthodes de l'époque. D'accord. Voilà, donc on est une association créée depuis 2020-2021, donc on est encore une toute jeune association. Voilà. Et donc ici, je vais vous présenter un petit peu notre atelier d'armes, les armes qui étaient un petit peu utilisées par les Slaves de l'époque. Donc à savoir que les armes les plus utilisées, ça allait être au départ tout ce qui était lance à une main. Donc on est plutôt sur ce genre de lance-là, qui étaient en fait des armes qui étaient très peu coûteuses, parce que c'était clairement un morceau de bois avec une pointe en fer au bout, ça coûtait très peu cher, et c'était très pratique pour garder les personnes à distance. Donc il faut savoir que beaucoup de personnes qui partaient en guerre, c'était beaucoup de paysans à l'époque. Donc du coup le mieux c'était d'avoir une arme qu'on peut tenir loin, pour garder les adversaires à distance, et aussi un bouclier qui venait justement nous protéger. Le but étant quand même de rester en vie le plus longtemps possible. D'accord. Alors ça c'est des armes que vous avez... Alors on les a pas forgées de nous. D'accord. Voilà. Donc vu qu'il faut quand même des normes pour les armes qui vont être utilisées, tout ça. Ouais, donc par rapport à des bouquets, des choses comme ça, vous savez vraiment ce que c'est utilisé dans le tas. On fait énormément de recherches archéologiques, enfin on suit des archéologues justement qui vont faire des recherches, tout ça, on fait des recherches, on source du coup. Donc tout ce qu'on a, on va pouvoir vraiment le présenter, le sourcer, on sait que ça a été utilisé à l'époque. D'accord, donc tout vient de la même époque ou non, pas du tout? On va avoir des différences de siècle en siècle. Nous ici, on va vraiment être entre le 9e et le 11e siècle. On a sur le site ici, on va voir que certaines personnes qui ont représenté le 14e siècle, donc ils vont avoir des équipements différents, des armes différentes, des vêtements différents, que même ce que nous portons, du coup, c'est des reproductions de l'époque. D'accord.
Alors, je vois ça, c'est quoi ça? Alors ça, c'est ce qu'on appelle une hache danoise. Donc c'est une tête de hache montée sur un manche plus ou moins long. Donc on va, nous là on est sur un manche, on va dire de 1,70 m à peu près, ce qui va venir en fait nous permettre de, au-dessus des lignes de bouclier en fait, de venir taper les casques. Ah, d'accord. Ce qui était assez redoutable à l'époque. C'était les personnes qui étaient avec ce qu'on va appeler les armes d'as, donc les haches danoises et les lances à deux mains, a été un petit peu planqués, ceux qui avaient le plus de chances de survie. Devant eux, il y avait justement des lignes de boucliers. Hop. Voilà, donc on avait les haches danoises comme ceci, on avait les lances à deux mains, avec ou sans ailettes. Les ailettes permettant en fait de, quand on pique quelqu'un, ça venait se bloquer, ça permettait de pouvoir retirer la lance beaucoup plus facilement. Et deuxième utilité, ça pouvait venir servir à crocheter les côtés des boucliers, justement pour créer les ouvertures. Ouais, d'accord. Parce que du coup, chez tout ce qui est peuple viking, slave, on avait les boucliers à manipule, donc à manipule ronde, et des boucliers ronds. Ce qui fait que ce sont des boucliers qui ne sont pas attachés au bras. Ouais. Ça nous permettait de pouvoir tourner le bouclier, pouvoir, comme on le voit sur beaucoup d'endroits, les boucliers qui sont accrochés sur les dracards, c'était les boucliers des personnes. Donc ça permettait d'avoir du bouclier facilement déplaçable, et le bouclier était aussi utilisé en tant qu'arme. D'accord. Donc beaucoup plus pratique du coup d'avoir un bouclier mobile. Ouais. Et du coup la deuxième arme qui était énormément utilisée, parce que j'avais dit les lances, on avait aussi les haches. Vu que beaucoup étaient des fermiers, un outil qu'on a tous chez nous, même à l'heure aujourd'hui, c'est une hache. Ça je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, on a quasiment tous une hache au garage. Et bien du coup, ils utilisaient des haches. Le seul truc qui a changé, c'est que du coup le manche était un peu plus long, donc juste on a ajouté un manche plus long, donc on va être sur un manche d'à peu près 80 cm. C'est ça. Ce qui permettait justement de pouvoir compenser un peu avec la taille des épées. D'accord. Ah, d'accord. On est sensiblement, on est un petit peu plus court, mais d'accord. Ça rattrape un petit peu. Quand on avait une arme longue, plus on était quand même à distance. Donc voilà, plusieurs formes de haches différentes, ça dépendait de ce qu'on faisait. Celles-ci qui sont beaucoup plus creusées allaient permettre vraiment beaucoup plus de venir saisir le bouclier. Après, du coup, dans les épées, donc on va commencer par les épées un petit peu basiques, l'épée viking type, on va dire. Donc il y a une épée qu'on a retrouvée chez les vikings, chez les slaves, qu'on a retrouvée vraiment dans beaucoup de civilisations, et même plus tard avec épées différentes au XIVe siècle. Donc les épées à double tranchant. Donc là, on va en avoir plusieurs. Donc celle-ci qui va être une de nos épées les plus lourdes, qui va faire 1,4 kg, qui était à peu près le poids d'une épée à l'époque. Mais celle-ci est très mal équilibrée pour combattre. Je sais, c'est la mienne. J'ai commencé avec celle-ci. Voilà, qui a un petit peu un enfer du coup là-dessus. Mais qui fait très bien le taf. Voilà, épée à double tranchant. Après, on a celle-ci qui est sensiblement la même, la forme qui va changer, la longueur de la lame qui va changer, celle-ci. Mais pareil, on reste sur une épée type viking, on va dire. Donc, elle est arrondie, celle-là, non ? Épée à double tranchant. La gorge est juste un peu plus creusée sur celle-ci. Et celle-ci, on est à 850 grammes, je crois, celle-ci, 750 ou 850 grammes. Donc qui a été allégé par rapport pour faire tout ce qui est combat sportif, comme on vous présentera à 15h15. D'accord, vous faites une représentation. Nous allons faire une représentation de combat sportif à 15h15, donc Kriegahafn, les Nordvegir, la Compagnie du Nord et aussi les Berserk. D'accord. Voilà, donc on va tous se retrouver dans la liste centrale. Premier combat à 15h15 jusqu'à peu près 16h15 et le deuxième combat est de 19h à 20h. D'accord. Et donc comment vous est venue l'idée justement de repartir un peu comme ça dans le passé ? C'est vraiment nos deux gérants d'association, notre président d'association qui n'est pas là actuellement, a des origines polonaises, a toujours été passionné en fait un petit peu par ces années 11e siècle, tout ça, un petit peu par le passé. Et du coup, tous on était un petit peu passionnés par ces années, donc on s'est mis d'accord pour représenter justement les Slaves de la rive de Kiev. Et voilà. Alors les casques, vous disiez que le poids c'est combien alors ? On est entre 6 et 8 kilos pour un casque. À savoir que les casques qu'on a, pareil, ont des normes, donc elles sont certifiées pour le combat sportif. Et nous on va mettre vraiment une cotte de maille sur tout le tour qui va revenir sur l'avant pour plus de protection. Alors à l'époque, on estime qu'il y avait un guerrier sur 300 qui avait un casque.
c'était vraiment quelque chose qui coûtait très très cher. Nous maintenant au XXIe siècle, pour faire ces combats, ça reste de la sécurité, on reste un sport de combat, donc on est tous équipés avec un casque. Le but n'étant pas de tuer nos camarades. C'est clair. C'est sûr. Là le combat qu'on fait est vraiment très réglementé, on a des zones de touche, on a le droit, d'autres zones on n'a pas le droit. On va éviter certains coups qui peuvent être dangereux comme les coups piqués avec l'épée, donc vraiment les coups droits avec la pointe. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas un embout sécurité. Alors, justement comme vous avez pu peut-être le remarquer tout à l'heure, vont toutes avoir un bout arrondi. Donc celle-ci, on va prendre le falchion ici. En fait, bon, celle-là encore, elle est un petit peu pointue, donc celle-là, ça va pas le faire. Ouais, celle-là, pas du tout pointue, donc en fait, je vais pas pouvoir planter. Si je prends ce sabre, c'est arrondi. Si on prend normalement celle-ci, c'est pareil. C'est que du bourron. Justement pour blesser le moins possible. On n'est jamais. Oui, on n'est jamais à l'abri. Voilà, en fait, tout simplement, un coup que je vais pouvoir faire comme ça, si la personne avance en même temps, s'il avance, il peut quand même se retrouver sur la pointe. Bon. Notamment la partie chevalerie. Et on fait également sous le thème des Vikings pour les spectacles de feu. Voilà, donc on est tous des bénévoles et on est tous vicois. On est chez nous.